Mon Momo, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, à Aix-en-Provence, il y a eu une marche à laquelle vous avez participé. Qu'est-ce que vous en retirez? D'abord, il faut féliciter les organisateurs, parce qu'à chaque fois qu'il y a une action pour l'honneur des harkis, on peut s'en réjouir. J'ai apprécié qu'il y ait plusieurs présidents d'associations, et je crois que c'est très important qu'il y ait toujours cette union, de continuer à développer cette union qui nous fait défaut depuis 50 ans. Je crois que c'est pour ça que le dossier n'avance pas assez vite. Et j'en retiens surtout qu'au-delà du rapport Stora, qui aujourd'hui cristallise le mécontentement, on est tous d'accord pour demander une loi de reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans l'abandon des harkis et des conditions indignes d'accueil des rescapés, choses qui ne sont pas dans le rapport Stora, ce qui évidemment ne peut que générer du mécontentement ou de la colère. Cette manifestation à laquelle vous avez participé a réuni environ 70 personnes, un peu plus ou un peu moins, peu importe. Pour une région comme PACA, ne pensez-vous pas qu'il y a un désintérêt pour ce mouvement, pour cette contestation du rapport Stora? Alors, effectivement, ce 60-70 personnes, on peut trouver que c'est peu, et de fait c'est peu par rapport à une communauté très importante en PACA. Après, on sait aussi que dans d'autres manifestations qui ont eu lieu les semaines dernières ou les mois derniers, il n'y a pas eu beaucoup plus de monde. Alors, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça. D'abord, il y a le contexte sanitaire. C'est vrai qu'on a moins envie de se déplacer, de prendre des risques. On ne peut pas venir de très loin, ou quand on l'a fait, comme les personnes qui sont venues de Normandie ou moi-même, on est obligé de rester sur place en fonction du couvre-feu. Donc ça complique un peu la logistique. Ensuite, ça a été une réaction contre ce rapport et la décision d'agir vite des trois associations qui ont lancé cette manifestation ne leur a pas laissé finalement le temps de prévenir et de mobiliser. Après, c'est vrai aussi que plus le temps passe, et moins il y a d'anciens harkis, et plus les enfants finissent aussi par se lasser, et au fond, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je trouve que dans ces conditions, finalement, avoir réussi à faire quand même se déplacer 70 personnes, c'est plutôt montrer encore que le dossier n'est pas réglé et qu'il y a encore des gens qui sont prêts à se mobiliser pour que la France reconnaisse sa responsabilité, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépasse et de loin le rapport Stora. Justement, ce rapport Stora a mobilisé la plupart des associations de harkis. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ça dépend, j'allais dire, qui fait des reproches. On voit bien que les Algériens lui reprochent beaucoup, les Pieds Noirs aussi, les harkis aussi. Si je me place simplement du point de vue harki, on peut lui reprocher, on lui reproche clairement, et le communiqué d'Agir par exemple le dit clairement, on dénonce le fait qu'il n'y a pas la revendication principale, qui est la reconnaissance, une fois de plus, de la responsabilité de l'État français dans l'abandon des harkis, et du coup de ces terribles conséquences, à la fois les massacres en Algérie, à la fois le non-rapatriement, à la fois ni prévu ni voulu, un accueil honteux dans des camps, dans des cités, et puis l'oubli pendant des années. Et le rapport Stora, mais est-ce que c'était vraiment l'objectif de ce rapport, de faire l'histoire des harkis? Ce que je ne crois pas. Mais pour autant, il aurait pu employer les mots qu'il fallait, comme ceux d'oubli, comme ceux de responsabilité, comme ceux de massacre. Et c'est vrai que par rapport aux harkis, il est complètement oublieux, complètement édulcoré. On parle de représailles au lieu de parler de massacre. On demande poliment à l'Algérie d'accepter que les harkis puissent retourner en Algérie, alors que ce n'est plus du tout la revendication première. Elle a pu être importante il y a 15 ou 20 ans, elle est devenue secondaire. Je vous entends.
Justement, pensez-vous que ce rapport réponde à la commande qui lui a été faite par le président de la République? Ça, très clairement, non. Quand on voit les réactions à la fois de la communauté harkie, communauté pieds noirs, des Algériens, elle ne répond pas, puisque l'objectif dans la lettre de mission du président, c'était d'aider à réconcilier les mémoires des différents groupes, des différentes parties prenantes. Je vais parler des trois, mais il y a aussi les militaires, les appelés, et aussi, j'allais dire en même temps, d'apaiser les relations, de faciliter les relations entre la France et l'Algérie, l'Algérie étant un partenaire important de la France. Or, on voit bien que pour se réconcilier, il faut être deux, et que visiblement, l'Algérie n'est pas prête à se réconcilier, en tout cas n'accepte pas du tout ce rapport. Et quant à aider les mémoires des différents groupes à aller vers une vision, si ce n'est commune, du moins partagée, on voit bien que ça échoue aussi, puisque chacun des groupes estime qu'on n'a pas suffisamment bien parlé de son histoire. Et justement, pour la communauté de destin que sont les harkis, qu'est-ce qu'ils attendent pour être apaisés? Quelle est leur attente principale? Moi, je crois que l'apaisement, il peut venir que de la vérité. Donc, ils attendent d'abord la vérité sur leur histoire. Et ensuite, ils attendent de la justice. S'il y a eu des préjudices subis, matériels, moraux, ils doivent être réparés. Or, depuis 50 ans, la politique menée vis-à-vis de la communauté harkie, cette communauté de destin, parce qu'effectivement elle est très hétérogène, c'est une politique de mesurette, c'est une politique sociale, parfois de charité, c'est pas une politique de justice. Et ce qu'ils demandent depuis 50 ans, c'est effectivement de la justice et non pas de la charité, c'est de la vérité et non pas de l'oubli. Mais ils ne l'obtiennent pas parce qu'ils le demandent en ordre dispersé et ils sont toujours dans une division terrible qui fait qu'effectivement l'État n'a pas en face d'elle des interlocuteurs crédibles, sérieux, d'où effectivement la situation où on est aujourd'hui. Et ma dernière question, pensez-vous que Agir, qui est l'une des associations porteuse de cette revendication, peut unir ou peut rassembler autour d'elle les bonnes volontés de cette communauté de destin pour atteindre cet objectif que vous êtes fixé, que tout le monde, d'ailleurs, les autres associations le demandent aussi, mais... Non, étant lucide quand même pour connaître cette communauté et militer, avoir fait des livres et des articles là-dessus depuis des dizaines d'années, je ne suis pas sûr que Agir réussira facilement, réussira rapidement à fédérer tous ceux qui, au fond, pourtant demandent la même chose. Parce qu'il y a des rivalités qui datent de longtemps, qui ont souvent été aussi entretenues par le pouvoir, il ne faut pas se leurrer, et qu'ils ont du mal, les uns et les autres, à comprendre qu'il faut laisser les divergences minimes d'ailleurs, de stratégie, par rapport à l'objectif commun, qui est au fond d'obtenir cette loi de reconnaissance et de réparation. C'est une communauté difficile à fédérer, à réunir, parce que, comme on l'a dit, c'est une communauté de destin. Ça veut dire que c'est le destin, c'est le fait d'avoir quitté l'Algérie, d'être arrivé en France, le fait d'avoir dû quitter l'Algérie parce qu'ils avaient servi la France pour diverses raisons, qui les a constitués en communauté. Mais à l'intérieur, il y a d'abord des différences ethniques, les Kabyles, les Chaouis, il y a des différences sociologiques, sociales, il y en a dont les parents étaient militaires de carrière, d'autres qui étaient paysans devenus harkis, d'autres qui étaient issus de notables, les Bachagas, les Agas, et tout ça n'a pas favorisé finalement à créer rapidement une unité. On espère maintenant que les enfants qui ont grandi ici,
qui savent comment ça fonctionne, sauront effectivement se réunir pour ce dernier combat, parce que je pense que le temps joue contre nous, le temps joue contre cette communauté, contre son histoire, et plus on attendra avant de parler d'une seule voix, et moins on aura de chances d'obtenir ce qu'on attend pour nous et d'abord pour nos parents, rétablir la vérité et leur rendre justice. Il y a eu contre ce rapport Stora 3 manifestations avérées. L'une s'est passée dans le nord, les 2 autres dans le sud, l'une à Agen et la dernière aujourd'hui à Aix-en-Provence. Comment expliquez-vous, puisque les harkis sont relativement remontés, comment expliquez-vous qu'il n'y ait eu que si peu de manifestations et pourquoi dans ces lieux? Alors, si peu de manifestations, on l'a dit tout à l'heure, parce que le contexte déjà aujourd'hui, le contexte sanitaire, n'incite pas vraiment à manifester. Vous avez raison. Voilà. Deuxièmement, il y a d'autres formes pour exprimer son mécontentement. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse d'un certain nombre de filles et fils de harkis, dans Le Monde, La Croix, Le Figaro, sur les réseaux dits sociaux aussi. Donc il y a aujourd'hui d'autres moyens de s'exprimer pour faire comprendre au président de la République que nous ne sommes pas contents de ce rapport, et c'est important qu'il l'entende, soit à travers des manifestations, mais l'intérêt d'une manifestation, au fond, c'est même pas le nombre de gens qui manifestent, c'est les répercussions dans la presse. Et pour que le président comprenne que son initiative pour effectivement apaiser les mémoires était louable, mais qu'elle n'a pas du tout atteint l'objectif. Et que ce rapport n'est qu'un rapport, et c'est donc au président maintenant de nous dire ce qu'il compte en faire. Et on lui dit très clairement qu'il n'y a pas ce qu'on attend dans ce rapport. Après, pourquoi dans ces lieux? Je crois que ça dépend des associations qui sont dans ces lieux. Dans le Nord, parce que la première était à Agen, parce que Agen c'est à côté de Piaz, de Saint-Maurice-Ardoise. C'est des lieux symboliques pour toute cette communauté, parce que c'est des camps qui ont duré longtemps. Il a fallu attendre les révoltes de 75 pour qu'ils ferment. Donc il y a des blessures qui sont profondes. Et quelque part, même si peu de personnes sont passées par Bias et Saint-Maurice-l'Ardoise comparé à la totalité de la population, j'allais dire on se sent tous un peu de Bias et de Saint-Maurice, parce que c'est vraiment là les camps dans ce qu'il y avait de plus dur. Après, dans le Nord, parce que c'était important aussi de montrer que les harkis ne sont pas, ou leurs descendants ne sont pas que dans le Sud. Il y a beaucoup de gens qui sont installés dans le Nord parce qu'il y avait du travail. Dans l'Est aussi, d'ailleurs. Et puis enfin, à Aix, parce qu'effectivement, Aix, c'est à l'intersection de PACA et de l'Occitanie, et que ce sont les 2 régions où aujourd'hui il y a le plus d'associations de harkis au sens générique du terme. Merci.